título da conferência da professora é hoje Os Caminhos do Tempo Aberto, das filosofias da história historicistas ao historicismo científico. Eu agradeço mais uma vez a professora Silvia. Merci. Merci d'être encore ici. Alors, si le mot-clé du temps historique des Lumières est progrès, celui de la réaction historiciste est plutôt développement. Un thème qui se transfère de la biologie à l'histoire et à la politique en Allemagne, justement de la fin du XVIIIe siècle. Il est ce terme qui unifie à cet âge la philosophie de la nature et celle de l'histoire. Le développement représente un regard concentré plutôt sur la diversité des formes phénoméniques du réel que sur l'idée d'une démarche inarrêtable de la raison universelle, c'est-à-dire sur les différences, les individualités, plutôt que sur le cosmopolitisme de la raison. Pour comprendre les implications que le terme a à cette époque, il est aussi utile donc de rappeler que aussi dans la biologie, qui va devenir au début du XIXe siècle une science avec ce nom, le développement est encore lourd de l'ambiguïté entre préformisme et épigénèse, les catégories que j'ai déjà mentionnées hier, c'est-à-dire l'idée, le préformisme, l'idée que ce qui s'achève dans le temps du développement n'est que l'explication d'une forme déjà accomplie du départ, comme l'homunculus qui croit, ou l'épigénèse, plutôt l'idée que le développement est un processus dans lequel se forme toujours quelque chose de nouveau qui se crée pendant le processus de formation. Donc, dans les années 1790, soit quand Herder oppose au bouleversement de la Révolution française la notion plus apprivoisée d'évolution contre révolution, il n'est pas une autre idée darwinienne d'évolution qu'il faut penser, comme transformation dépourvue de fin et temps ouvert. Il ne s'agit en fait pas d'un temps ouvert à notre sens. Évolution comme développement, Entwicklung en allemand, avait en fait un caractère fortement téléologique. Je chercherai à vous montrer qu'on a besoin de marquer des distinctions plus fines dans la chronologie de l'affirmation de ce que j'appelle un temps ouvert, par rapport même à les propositions de Koselleck et plus récemment de Hartog, qui court, je crois, le risque de sous-estimer le décalage entre lumière et historicisme. Je vous anticipe brièvement mes thèses, deux thèses. La première est que s'il est tout à fait soutenable que le temps historique des Lumières est orienté au futur, en tant que l'accomplissement que donne la mesure pour saisir le présent, ça n'entraîne encore que ce temps soit ouvert, précisément parce qu'il est encore téléologique. Et deuxième, que la véritable vertu du temps historique ne se retrouve même pas encore dans les premières philosophies de l'histoire historiciste, celle de Herder et de Hegel, mais seulement dans ce qu'on peut appeler l'historicisme scientifique, ou qui a été appelé l'historicisme des historiens professionnels, c'est-à-dire de Ranke et Droysen. En fait, les philosophies historicistes de l'histoire relèvent encore d'une représentation embryogénique du temps historique. Mais, naturellement, il s'agit chez Herder et Hegel de dispositifs conceptuels très différents, très complexes, et c'est dans le champ des tensions qu'ils créent que jaillira une notion du temps historique non téléologique et indéfiniment ouvert. Kant emploie le terme évolution seulement pour récuser l'idée que le progrès humain doit s'affirmer pour une démarche abrupte. Non pas affirmer qu'il n'y a pas de progrès, au contraire, mais la démarche n'est pas abrupte comme il l'était dans la Révolution française. Il affirme en fait des idées d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique que le progrès a besoin pour s'achever
d'une succession indéfinie de générations dont chacune lègue aux autres ses lumières pour que ces germes atteignent dans notre espèce au niveau de développement qui soit pleinement conforme à son but, zweckmäßig, c'est-à-dire téléologique, par rapport à une idée de raison. Le partage entre lumière et historicisme a lieu, je crois, chez Herder, ancien élève de Kant, qui emploie la notion de développement dans son sens nouveau. On peut reconnaître chez Herder deux niveaux de la notion de développement, d'application de cette notion. L'un se réfère au développement de l'individualité d'un peuple, c'est-à-dire le moment qu'on pourrait appeler proprement ontogénique, et l'autre au développement de l'humanité dans son entièreté, mais qui reste quand même, comme je chercherai à vous montrer, substantiellement embryogénique lui aussi. Pour comprendre le premier sens, celui proprement ontogénique, il faut revenir à une histoire plus ancienne, celle qui relie la querelle à l'œuvre de Johann Joachim Winckelmann en Allemagne. Je n'ai pas eu le temps d'analyser hier les termes concrets de la querelle, mais il est capital que le débat avait comme sujet principal plutôt l'art que la connaissance. L'argument le plus fort des anciens, celui que les modernes auront plus du mal à réfuter, est que l'art, le beau ancien, est quelque chose qui ne peut pas être dépassé. Le beau, comme la grandeur morale, aurait en fait un statut d'unicité, d'incomparabilité, un caractère intrinsèque à un peuple déterminé. Il serait en valeur en soi pour chaque époque. On peut généraliser un peu en disant qu'il y a ici un peu déjà de pluralisation des temps, dans le sens que l'effet global de la querelle est de mettre en discussion l'idée qu'une seule image du temps historique peut unifier des enjeux si différents comme l'art et la morale d'un côté et la connaissance et le progrès matériel de l'autre. On retrouve cette contradiction, par exemple, chez Vico, lequel présente une image différente de la temporalité de la connaissance, qui apparaît plutôt cumulative, de celle de la politique et de la morale, qui sont au contraire paraboliques. Donc, à l'aube de l'idéalisme allemand, c'était le titre d'un célèbre livre de Tamigno, Winckelmann reprend le parti ancien pour connoter ses caractères indépassables en tant que style, très distinctif de l'esthétique des peuples qu'il engendre de soi-même et qu'il apporte des influences d'autres cultures peut nourrir mais pas déterminer. Le peuple, et avec Herder aussi les nations, sont le sujet de ce premier sens ontogénique du développement. La signification politique de cette nouvelle notion d'individualité historique est chez Herder déjà explicite. Il s'agit en fait du processus complexe de la constitution de l'identité politique allemande. Donc, pour Herder, l'histoire de l'humanité se découpe dans une succession d'individualités organiques qui réalisent chacune l'esprit leur propre dans un cycle vital. Chacun de ces cycles est une époque de déploiement de l'humanité. On a donc un sens d'époque moderne, comme l'a défini Curtius, un sens déterminé par des coupures dans le temps, en tant que donc l'époque en tant qu'individualité organique d'un peuple-nation qu'on retrouve chez Herder est pour ainsi dire préparée par l'histoire de l'art de Winckelmann et sa notion de style. Pour comprendre ce passage un peu très distinctif de l'esthétique des peuples qu'il engendre de soi-même et qu'il apporte des influences d'autres cultures peut nourrir mais pas déterminer. Le peuple, et avec elle aussi les nations, sont le sujet de ce premier sens ontogénique du développement. La signification politique de cette nouvelle notion d'individualité historique est chez Herder déjà explicite. Il s'agit en fait du processus complexe de la constitution
et la identité politique allemande. Donc, pour Herder, l'histoire de l'humanité se découpe dans une succession d'individualités organiques qui réalisent chacune l'esprit, leur propre dans un cycle vital. Chacun de ces cycles est une époque du déploiement de l'humanité. On a donc un sens d'époque moderne, comme l'a défini Grotius, un sens déterminé par des coupures dans le temps, en tant que, donc l'époque, en tant qu'individualité organique d'un peuple-nation, on retrouve chez Herder, est pour ainsi dire préparée par l'histoire de l'art de Wittgenstein et sa notion de style. Pour comprendre ce passage un peu remonté tandis qu'au XVIe siècle, Giorgio Vasari avait décrit l'histoire de l'art comme une succession d'artistes, Winckelmann est le premier à la présenter comme une succession de styles, expression d'un principe endogène qui détermine pour lui les propriétés et caractéristiques uniques de leur art à eux, qui ne peuvent pas être transmis, ni cumulés, ni métabolisés par le temps postérieur, donc sont en principe incommensurables. Ces caractères uniques, einmalig, et de Herder en avant les esprits du peuple. Mais comme donc pense Herder l'unité de l'humanité, le développement dans le deuxième sens, son unité dans le changement, comment se concilie l'unicité des peuples-nations avec l'identité que l'humanité maintient dans sa transformation historique? Je cite de Herder, une et seule est le genre humain sur la Terre. L'entière cours de la vie d'un homme est transformation. Tous ces âges ne sont que fables de cette-ci, et ainsi le genre humain se trouve dans une transformation constante. Les fleurs chutent et pourront, des autres s'éclosent et bourgeonnent. L'arbre immense s'apporte le fardeau en une seule fois de toutes les saisons. Donc, la réponse de Herder est que chaque époque représente une expression partielle de la nature humaine totale, qui a besoin du temps pour faire expérience de toutes ses potentialités. La critique fondamentale que le théologien Herder, parce qu'il était un théologien, oppose à l'idée de progrès et de lumière est en fait que l'homme est structurellement imparfait, fini. En tant que limité, le vaisseau, comme il l'appelle, humain, ne peut contenir simultanément tout entière la perfection, c'est-à-dire l'explication accomplie de toutes ces déterminations potentielles, qu'il appelle Anlagen, disposition, que la divinité a placées dans son cœur. Ce qui se passe ici est que la diversité des histoires et des peuples devient expression d'une multiplicité de formes qui sont elles-mêmes inhérentes à la nature humaine. On voit donc comment l'accent se pose non plus sur l'uniformité de la nature humaine, mais sur sa diversité interne. Il n'est pas un cas que Herder embrasse dans un regard similaire, soit l'histoire que la nature, dans le sens temporalisé de l'histoire de la nature après Buffon, que celle de l'humanité. Se déployer dans le temps est une nécessité pour l'humanité afin d'exprimer, selon le principe de plénitude qu'on retrouve déjà chez Leibniz, toutes ses possibilités initiales. Le principe de plénitude, c'est une catégorie du savant américain Lovejoy qui disait que chez Leibniz, il y a la nécessité que tout ce qui est possible devient réel. Chaque époque est ainsi délimitée par l'expression de ce que Humboldt appellera plus tard son incontournable unilatéralité, mais chez Herder, il faut que toutes les Anlagen, les potentialités inscrites par Dieu dans l'homme, se déploient dans le temps pour que l'humanité, enfin étalée, puisse témoigner de la grandeur de Dieu. Mais l'unilatéralité des temps en tant que découpée en nations-époques implique aussi un coût. Herder dit que ce qu'on gagne pour un aspect, on le perd pour un autre. Déjà dans l'histoire naturelle,
les caractères avantageux gagnés par les espèces sont compensés par la perte d'autres capacités, comme chez l'homme, qui, en gagnant la raison, le langage et la tradition, paie le prix pour Herder de l'affaiblissement des instincts naturels. C'est une idée qui sera reprise par Gunther Anders dans le XXe siècle. Les propriétés différentes qui caractérisent le peuple-nation ne peuvent pas s'accumuler. Ils sont plutôt, pour reprendre l'expression de Leibniz, incompossibles. Ils ne peuvent pas coexister dans le même temps. S'il y a donc constance dans la révélation de Dieu à chaque époque de l'histoire, il n'y a cependant aucun progrès vers la perfection. Chaque âge peut accomplir seulement son propre principe. Qu'est-ce que c'est alors pour lui le soi-disant progrès? Nul plus qu'une distorsion ayant origine dans la morgue de la hubris du présent. Il n'y a pas, dit-il, de plan, pas de progression continue, toujours le même tissu qui se tisse et se déchire. Enfin, presque le même mot de Fontenelle que je vous ai cité hier, la même pâte. L'argument fondamental dont use Herder contre les Lumières et l'idée de progrès est précisément l'impossibilité de définir la mesure extra-historique qui permet de juger du progrès accompli. Le principe de l'universalité invariante de la nature humaine cache en fait la prépotence du présent sur le passé. En fait, le présent impose sur le passé un regard qui, dit Herder, est faussé par son propre vert coloré, l'unilatéralité qui limite son regard. Il n'est donc pas possible de croire, comme le voulait Kant dans son idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, que la réalisation du sang des époques précédentes puisse être déléguée, accomplie de l'avenir. En même temps, les nations de Herder ne sont pas les monades de Leibniz. L'indépendance du sang de chaque époque est loin de nier l'héritage qui les relie. Au contraire, elles sont toutes insérées dans la diachronie de ce qu'il appelle une chaîne de la tradition, la force de la tradition qu'il absorbe de l'histoire préalable. Personne n'est seul, quel que soit son âge. Nous bâtissons toujours sur ce qui nous a précédés, et ce que nous faisons ne sera que la base de l'avenir, ne prétend être rien d'autre que cela. Il est justement ici, je crois, qu'on voit la fécondité de l'image de l'organisme qui sous-tend à cette notion d'époque-nation. Comme les organismes dans l'histoire naturelle, les nations assimilent de l'extérieur de la nature au même droit que des influences, c'est-à-dire du climat, des conditions physiques, au même droit que des influences d'autres peuples du passé, les matériaux pour bâtir et maintenir leur forme. Deux forces règlent cet équilibre délicat. Herder les appelle les principes de la philosophie de l'histoire, et ils sont la force organique et la tradition. La force organique règle l'assimilation de l'étranger. Pour Herder, les nations plus vitales sont celles qui s'adaptent avec la plus grande souplesse au changement, qui sont plus capables d'assimiler l'altérité. Plus ces qualités sont marquées, plus sûr est le point d'équilibre de la nation-époque en soi, et donc sa capacité à persister identique dans le changement en préservant sa propre identité. À cette résilience, pour lui, les Grecs doivent leur grandeur, les Hébreux la survivance séculaire de leur culture, et l'Europe même le succès de son assimilationnisme vorace que Herder décrit avec des tonalités franchement anticolonialistes, au moins par rapport à son époque. L'autre force est la tradition, l'héritage des époques préalables, force matérielle qui fait que chaque culture se bâtisse à partir de la précédente, si puissant qu'il y a dans l'histoire, pour Herder, très peu de véritablement nouveau et jamais au niveau de l'individu. Les deux principes, force organique et tradition, s'équilibrent dans une tension dialectique non exempte de conflits.
Si la force organique l'emporte sur la tradition, l'identité même de la nation est en danger, comme ça va sans dire était le cas de la Révolution française. Mais si la tradition prend le pas sur la force organique, le lien vital de la transmission se transforme en menace pour la survie de la nation, jusqu'à devenir, dit-il, le véritable opium de l'esprit. Chaque équilibre est provisoire et les nations s'éteignent aussi bien que les époques passent. On voit ici le bourgeon d'une pensée plus proche à celle de Nietzsche de la seconde inactuelle sur le poids de l'histoire sur la vie, qu'à l'historicisme plus tardif qui a été l'objet des critiques de Nietzsche. Bien sûr, il y a encore chez Herder l'idée d'une éducation progressive de l'humanité qui se réalise de façon immanente et nécessaire dans le temps historique, mais le temps ne se dissout pas dans une figure eschatologique, récapitulative, il reste bien plutôt immanent à la vie des formes, ce qui est à son sens par soi-même la plus haute révélation de l'existence de Dieu. Pour Herder, en fait, dans tout le temps, seulement chacun à sa propre façon, la somme est toujours la félicité. Je reviens sur ce point. En fait, ce qui est plus remarquable, à mon avis, et qui exercera la plus grande influence, est la conception du temps historique qui, par ailleurs, est une expression que Herder lui-même a inventée, que je vous propose d'appeler démocratique, et qui s'oppose justement à la notion hegelienne du temps historique, pour laquelle je vous propose l'adjectif de édipienne. En fait, la constance de la révélation de Dieu dans l'histoire fait en sorte que chaque nation, et donc chaque époque, pour lui sont la même chose, porte en elle son centre de félicité, de même que chaque sphère a en elle son centre de gravité. On voit donc dans quel sens le temps de Herder ne peut pas être cumulatif. Les époques sont conçues comme irréductibles les unes aux autres, aussi parce qu'elles sont, nous l'avons déjà remarqué, incompossibles, à cause de l'impossibilité de l'homme, dans sa finitude structurelle, d'atteindre la perfection. Perfection qui veut dire ici la multiplicité ordonnée, pas la simplicité. Tout le temps, toutes les nations, tous les peuples ont le même droit historique, la même plénitude d'existence. Mais, même dans ce sens, deuxième sens de la notion de développement, celui de l'humanité entière, le temps reste en même temps, dans un certain sens, embryogénique, dans la mesure où il ne peut que porter à l'acte des potentialités prédéfinies par la divinité dans l'homme, et qui comme l'homme, sont elles aussi finies. L'expérience de ces potentialités constitue encore le projet divin d'une éducation du genre humain. L'option théologique de Herder empêche encore une représentation véritablement ouverte de l'avenir. De l'autre côté de Herder, de ce temps historique démocratique, dont chaque époque a son sens en soi, sa félicité en soi, et qui revendique la même dignité pour chaque instant, il y a le modèle puissant de la philosophie de l'histoire de Hegel, que je assimile ici à la notion édipienne, du temps, comme l'a décrit Gianni Vattimo dans un célèbre livre sur Nietzsche, dans laquelle chaque moment du temps n'a pas son sens en lui-même, mais ailleurs, puisque chaque moment successif tend à s'emparer du sang en supprimant tous les autres. On peut décrire la démarche de l'histoire du monde chez Hegel comme un métabolisme de l'esprit, qui fait l'expérience de toutes les configurations de l'histoire préalable pour les assimiler et retourner à soi-même, en les préservant dans la forme la plus accomplie, celle qui pour Hegel est l'esprit absolu, qui gagne ainsi, comme le dit la phénoménologie de l'esprit, la certitude d'être toute la réalité. Il est un mouvement de prise de conscience que la réalité est engendrée par l'esprit lui-même, naturellement, on parle d'idéalisme ici,
est ainsi une connaissance de soi, de soi-même, d'un sujet collectif qui est désormais bien plus que la seule humanité. En fait, si l'humanité de Herd était finie, limitée, doublement conditionnée par la nature et par l'histoire, l'esprit de Hegel est l'immanence absolue, le pouvoir de l'homme d'absorber et de dépasser la nature. La taxonomie des civilisations de la philosophie de l'histoire chez de Hegel décrit toujours ce passage de l'apparence de la naturalité, où l'homme s'aperçoit comme aliéné, c'est-à-dire dominé par des déterminations extérieures, au domaine de l'esprit, où il reconnaît sa propre liberté et sa domination de la nature. Droysen définira cette domination de l'esprit absolu de Hegel comme l'empire napoléonien de la pensée. Vous savez que la méthode chez Hegel n'est plus simplement formelle, mais tout à fait ontologique, correspond à la démarche nécessaire de l'esprit, c'est-à-dire le mouvement dialectique, avec les étapes triadiques de la thèse, antithèse et Aufhebung. Ce mouvement dialectique consume en soi toute accidentalité et achève la forme pure du savoir. Cette méthode pour Hegel est la science véritable, évidemment une notion de science qui défie toute assimilation aux sciences de la nature. On trouve aussi chez Hegel une succession de totalités relatives, les esprits de peuple, dont le développement individuel permet l'élaboration du principe originel jusqu'à son autoconscience. Il s'agit, encore ici, d'un mouvement de dénaturalisation. Par l'autoconscience, le peuple cesse d'apparaître comme donnée naturelle, les théories climatiques, etc., et se révèle en tant que forme de l'esprit, ce qu'il était du début. Les esprits de peuple, pour Hegel, se succèdent comme des totalités enfermées en soi. Ils déploient le principe leur propre pour être, dans la Aufhebung, saisis et métabolisés par des figures successives des autres peuples. L'histoire des nations est donc soit cumulative que progressive, et naturellement l'Occident est assuré dans sa mission de destin de l'esprit. La philosophie de Hegel va de l'Orient à l'Occident. Mais il ne s'agit plus, comme pour le progrès des Lumières, d'une justification du présent par l'avenir. Selon la formule de Hartog que je mentionnais, Hegel défend plutôt le domaine absolu du présent, celui de la fin de l'histoire, qui a été stigmatisé par plusieurs commentateurs comme une apologie philosophique du présent. En fait, pour Hegel, le temps est en même temps nécessaire et inessentiel. Le temps a en fait la fonction de consommer, avec la nécessité dictée par les lois de la dialectique, les contradictions de l'esprit. La notion hegelienne de Aufhebung est l'indice de cette consommation qui conserve dans la forme épurée du savoir toute l'accidentalité de l'histoire concrète. Mais enfin, à la fin de ce parcours, le temps même s'avère une figure transitoire. Il est seulement le chemin vers une forme absolue, celle de la transparence finale de la raison vivante, dans laquelle le temps est effacé par le concept. Ce qui sera la figure ambiguë de la fin de l'histoire du dernier Hegel dont j'ai parlé. Cette ambiguïté est également exprimée par la notion hegelienne de commencement, qui, comme chez le peuple, l'exemple que j'ai fait, qui se révèle enfin embryogénique dans la mesure où le commencement contient en puissance l'explication dialectique à venir, et donc le germe de son accomplissement. Alors, je sais très bien que schématiser Hegel de cette façon est très inapproprié, ne permet pas de saisir la profondeur de sa pensée sur le temps en général, mais cette schématisation m'est nécessaire pour mon objectif. En fait, Ranke et Droysen, qui écoutent les leçons de Hegel à Berlin, Droysen, penchent pour plusieurs aspects décisifs du côté du temps démocratique de Herder, plutôt que de celui de Hegel.
Bien que Ranke ne soit éloigné de Hegel que d'une génération, il se situe au début d'un changement très profond, celui de l'affirmation des savoirs positifs, qui met en cause la position privilégiée de la philosophie dans le domaine intellectuel. Surtout de la moitié du XIXe siècle, on rencontre l'éclatement inarrêtable de la spécialisation des sciences. Savoir qui se revendique, selon l'esprit du positivisme naissant, ancré à des domaines particuliers de l'empirie, et dont la lutte pour l'affirmation au sein des universités et des académies est le facteur pragmatique qui pousse vers une distinction entre la méthode des sciences naturelles et celle des sciences humaines, les Geisteswissenschaften. L'enjeu pour le nouveau savoir, après l'écroulement de la prétention totalisante de la philosophie, est la professionnalisation disciplinaire, la définition donc d'un ethos propre à chacun des savoirs, d'une méthode en tant qu'instance de légitimation. Une autre remarque préliminaire, avant de parler de Ranke et de Droysen, concerne les rôles différents que Ranke et Droysen ont joués à leur époque. En fait, tandis que Ranke a été reconnu comme le plus grand historien de son temps et sa méthode comme le modèle par toute scientificité de la pratique historique, l'importance de Droysen comme théoricien de l'histoire est dans quelque façon posthume. Et son influence sur l'historicisme successif relève surtout de la médiation de Friedrich Meinecke, qui était l'écouté ses leçons à Berlin. Droysen a en fait très peu publié pendant sa vie d'essais historiques, les leçons sur la méthodologie de l'histoire, seulement des abrégés de cours, comme si rendre public cet aspect de son travail n'était pas pour lui si important comme l'étaient ses autres projets scientifiques que Meinecke a bien synthétisé comme le projet hellénistique et prussien. Et c'est à eux qu'il doit sa notoriété chez les contemporains. La raison de cette attitude reste, je crois, que peu un mystère, mais elle est responsable du fait que même chez les historiens pratiquants, Ranke a été longtemps le seul modèle du méthode historique et du méthode historiciste. On le voit par exemple chez Nietzsche, j'ai déjà nommé, qui pourtant était lui-même philologue et devait connaître très bien les œuvres du philologue Droysen, mais ne connaît pas son aspect de sa pensée parce que sa critique à l'historicisme aurait été différente. Mais on le voit aussi dans la critique française, dont je parlais demain, chez la première génération des annales, par exemple, qui lorsqu'on regarde la méthode historiciste, ont une image qui est absolument seulement Ranke. Alors, je chercherai à dégager premièrement le trait essentiel partagé par Ranke et Droysen, qui forme le noyau de ce qu'on peut appeler le historicisme scientifique. Et deuxièmement, je chercherai à montrer les différences, en particulier comment leur notion du temps historique se relie à leurs respectives, très différentes conceptions de la méthode. Le point de départ commun et de leur démarche peut être idéalement fixé dans l'essai de Wilhelm von Humboldt, La tâche de l'historien du 1822. Il s'agit du congé de toute philosophie de l'histoire et de la nécessité que l'histoire revendique un statut scientifique autonome de la spéculation, surtout en se débarrassant de l'imaginaire téléologique qui présuppose une fin au déroulement concret de l'histoire. Selon la définition de Meinecke dans 1936, sur l'origine de l'historicisme, retenue encore valable par plusieurs auteurs, l'historicisme serait un mode de pensée focalisé en même temps sur l'individualité et le développement. Individualité parce que le regard de l'historien est individualisant. Il vise à reconnaître l'unicité, l'Einmaligkeit des phénomènes historiques des peuples, nations et époques, tandis que la notion de développement est caractérisée, selon Meinecke, par spontanéité, capacité plastique de transformation, imprévisibilité.
L'accent sur la Einmaligkeit, l'unicité, nous révèle déjà que l'histoire concrète de ces individualités ne peut pas être subsumée sous aucun schéma préconstitué, structure de répétition qu'on puisse utiliser pour prévoir l'avenir. L'historicisme scientifique s'oppose donc non seulement au progrès des Lumières, mais à toute forme de déterminisme historique et en particulier aussi directement à l'idée hegelienne de nécessité logique et dialectique opérant dans l'histoire. Il est donc, cette notion d'historicisme, bien loin aussi des critiques paradigmatiques de Karl Popper, qui appelle l'historicisme en 1957 une catégorie dans laquelle il met premièrement les philosophies historicistes de l'histoire, Hegel et même Marx. En même temps, cette notion d'historicisme scientifique vise à revendiquer à l'histoire une notion de la rigueur scientifique nettement séparée de celle des sciences de la nature, et chez Droysen surtout du positivisme historique, en déclarant l'impossibilité de la prévision et l'absence des lois dans l'histoire. La séparation hegelienne entre nature et histoire est donc réaffirmée, mais à partir d'une fondation nouvelle qui vise à pluraliser la notion de la science pour assurer la spécificité de la science des noms. Last but not least, l'historicisme scientifique s'oppose à l'idée que le temps historique puisse s'achever de quelque façon dans un état éclairé où idéalement sa transformation continuelle puisse cesser. L'histoire n'apparaît plus comme un développement sous le modèle embryogénique. Il n'y a plus de totalité qu'il faut achever dans le temps, ni dans le sens du déploiement des potentialités humaines de Herder, ni dans celui de l'esprit de Hegel. Ce qui persiste toutefois est l'idée de la continuité, la chaîne herderienne des cultures. Comme dit Ranke, dans l'histoire entière, nous trouvons toujours de nouvelles idées et la constitution de nouveaux figures, il y a de nouveaux, lesquels pourtant portent toujours en soi le contenu spirituel des précédents sans jamais l'abandonner. Le trait d'union entre le premier historicisme philosophique et l'historicisme scientifique est, selon moi, une pensée des contraintes, du pouvoir constitutif de la mémoire historique que nulle révolution pourra effacer. Il est cette structure d'hérédité qui informe le présent, qui rend nécessaire, du point de vue épistémique, une interrogation génétique, une interrogation proprement historique. Pour revenir à la thèse de Koselleck, que j'ai citée hier, il s'agit de la notion du temps historique comme facteur causal, propre à la modernité, dont il est, chez l'historicien scientifique, je crois, que la puissance générative de l'histoire s'étend vraiment à l'infini. Qu'on tire vraiment toutes les conséquences de l'infinité découverte en avant et en arrière. C'est le même climat où, dans la biologie, une véritable pensée évolutionnaire deviendra possible. Mais le dilemme ne fait que s'aggraver. Comment penser la liberté humaine, le grand mot de l'idéalisme allemand, au même temps que la structure cumulative des contraintes qui se transmet avec l'héritage du passé? Le même dilemme que Herder avait représenté avec la tension entre tradition et force organique, le dilemme que Nietzsche stigmatisera dans son attaque à l'historicisme. Une résolution partielle de ce dilemme consiste dans le fait que, dans cette nouvelle ouverture du temps historique, unie dans l'attaque à quelconque téléologie de l'histoire, Ranke et Droysen partagent l'idée démocratique du temps de Herder, qui chez eux aussi relève du même imaginaire religieux, mais qui devient maintenant un principe de la méthode scientifique. En temps démocratique et pour ainsi dire en même temps en temps perspectiviste. En époque, a le droit à sa propre vérité unilatérale, cet aspect de l'historicisme qui est souvent critiqué comme relativisme.
On pourrait dire, en paraphrasant Herder, que la liberté de l'époque est dans sa propre force organique d'assimiler seulement ce qu'elle veut. Rien de plus herderienne de la solennelle déclaration de Ranke. Chaque époque est en rapport direct avec Dieu. Et sa valeur n'est pas de ce qui sort d'elle, mais dans son existence même, dans sa particularité. Chaque époque doit être contemplée comme quelque chose de valide par soi-même et hautement digne de considération. Donc, il y a chez Ranke et Droysen un dépassement définitif de la perspective embryogénique envers une conception de l'histoire ouverte au nouveau et à l'imprévisible. Chez Ranke, l'humanité historique n'est que l'ensemble de toutes les époques, dont le contenu est une idée qui peut exister seulement dans les formes innumérables des nations concrètes, c'est-à-dire la somme de toute l'histoire documentée, une notion tout à fait non normative, qui sera même intensifiée par Droysen avec son idée d'une werdende Summe, c'est-à-dire d'une somme jamais conclue. L'humanité en tant que somme embrasse donc non seulement la démarche diachronique des époques au long de l'histoire, mais aussi le regard que Ranke appelle ethnographique, qui analyse les réalisations du développement des différentes cultures à travers les siècles, c'est-à-dire la diversité des peuples qui coexistent dans un temps donné. Il n'est pas un cas que Ranke songe à un modèle d'Europe capable de s'équilibrer enfin dans la figure épaisée d'une Vielheit in der Einheit, une multiplicité dans l'unité. L'époque est pour Ranke aussi, comme pour Herder, un point d'équilibre, mais cet équilibre n'est plus dans l'identité dynamique des peuples dans le temps à partir d'un principe leur propre, il est plutôt le résultat d'un procès d'équilibration des tensions dynamiques des diverses individualités qui l'habitent. Surtout, l'histoire se veut, dans l'historicisme scientifique, épistème et non plus métaphysique, ni éducation morale quelle que soit. On le voit dans la récusation nette et formelle que Ranke fait de l'ancien topos historia magistra vitae, maître ou institutrice de la vie. On a attribué à l'histoire la tâche de juger le passé, dit Ranke, pour que cet enseignement puisse apprendre aux contemporaines à faire un bon emploi du futur. Mon essai ne vise à de si hautes fonctions, c'est un peu ironique. La tâche de l'historien est pour Ranke, comme pour Humboldt, seulement d'établir comment se sont effectivement passées les choses, wie es eigentlich gewesen ist. Ranke élève donc une nouvelle prétention à une connaissance objective du passé en tant que passé. Nouvelle parce qu'elle est fondée sur la méthode de la critique des sources. J'ai déjà fait allusion à la matrice philologique que soit Ranke que Droysen partagent, dont la critique des sources était le nouvel ethos de la recherche. Il est néanmoins Ranke qui, en suivant Niebuhr qu'il avait déjà appliqué aux sources de l'histoire romaine, a fait le fondement épistémique de l'objectivité de la recherche historique. Mais la façon dont Ranke conçoit la tâche de la critique relève plutôt de ce que j'ai appelé une logique de la emendatio, de la rectification, que d'une logique de ce que j'ai appelé la logique de la recension, dans le sens large d'une historisation radicale des sources. Ce deuxième voie sera celle de Droysen, comme je souhaite de vous montrer. En fait, pour Ranke, le but de sa méthode est d'identifier la couche la plus originale des faits historiques. Le mythe de l'origine, qui était sous-tendu à la logique de la emendatio, comme je cherchais de vous montrer hier, prend la forme du témoin oculaire, du mythe de l'autopsie. Celui qui était plus proche des événements seulement peut représenter l'esprit de son époque, le Mittelpunkt, le centre d'où on peut reconstruire univoquement le sens que les événements avaient pour cette humanité désormais étrangère. La conséquence extrême
de la vision démocratique du temps est que seulement en enlevant toute injonction postérieure, on peut annuler les transformations du temps et revenir à la vérité historique qui repose cachée dans l'autoréférentialité de son époque. Donc, l'éthos de la critique des sources, l'exactitude, se font avec l'éthos de l'objectivité, caractéristique de l'attitude épistémique du XIXe siècle, en tant que discipline du contrôle de soi, comme l'ont décrit récemment deux philosophes des sciences, Peter Galison et Loren Doston. L'épistémologie, disent-ils, du XVIIIe siècle aspirait au point de vue des anges. L'objectivité du XIXe siècle aspirait à l'autodiscipline des saintes. Sous l'aspect négatif, cet idéal d'objectivité cherchait à éliminer la présence médiatrice de l'observateur. Le détachement moral, renforcé par le travail purificateur de la critique des sources, sont donc pour Ranke les conditions pour saisir la vérité historique, le Wie es eigentlich gewesen. Mais le succès de Ranke relève aussi de la fusion entre science et art. L'histoire doit s'approprier des ruses de la narration littéraire. Elle a besoin de l'art pour accomplir sa tâche, dit-il, de reproduire à nos yeux comme se sont déroulés les événements, comme étaient faits les hommes, et ainsi d'en préserver la mémoire pour le siècle à venir. Donc, une signification de l'histoire que Nietzsche aurait appelée monumentale, qu'il critiquait, l'idée de l'histoire comme témoignage d'un passé. Mais l'historien, comme l'écrivain dans la grande littérature du XIXe siècle, on songe par exemple à Balzac, qui disait « L'écrivain dans le roman est comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part ». L'historien devient avec Ranke le démiurge, aussi équidistant de toute époque comme Dieu même. Il organise l'ordre des causes et des faits sur plusieurs plans narratifs, en débrouille le fil de telle façon que ces thèses interprétatives ne sont même plus reconnaissables, parce qu'elles constituent l'échafaudage même de la narration. Ce rôle olympique de l'historien ferait la fortune publique de la nouvelle figure professionnelle qui va s'affirmer dans ce siècle et restera un modèle jusqu'à la moitié du XXe siècle. C'est intentionnellement que je ne reviens pas ici sur les thèses historiographiques concrètes et enfin politiques de ce grand conservateur, comme je ne le ferai pour Droysen. La lecture politique est naturellement très importante, tandis que Ranke fut nommé historien d'État par Frédéric Guillaume IV de Prusse en 1841, Droysen, qui était plus jeune de quelques 10 ans, libéral de droite, fut longuement éloigné de Berlin à cause de sa participation au Vormärz et au Parlement de Francfort en 1948 et put y retourner à Berlin seulement en 1859, d'ailleurs sans l'approbation de Ranke. Mais je ne parlais pas de toutes ces choses. Si vous voulez quelqu'un qui sait tout du Droysen politique, vous avez le professeur Guerra. Mon propos est en fait, comme déjà annoncé, de viser plutôt leur épistémologie dans leur rapport à la vision du temps historique. Droysen attaque Ranke justement sur la prétention à l'objectivité, qu'il qualifie de eunuque dans un passage célèbre. Je ne prétends avoir rien de plus, mais aussi rien de moins que la vérité relative de mon point de vue, tel qu'il est façonné par ma patrie, ma croyance religieuse, politique, mon époque. Mais il ne s'agit pas seulement, dans ce passage, d'une histoire militante opposée à une histoire aux prétentions scientifiques. Il s'agit en premier lieu d'une conscience épistémique plus développée, que Droysen raffine dans le cours de sa vie dans une confrontation continuelle avec les sciences de la nature contemporaine
et les changements dans l'idée de science pendant la seconde moitié du XIXe siècle, vis-à-vis desquels il cherche un format rigoureux pour l'histoire et le Geisteswissenschaften. En fait, le véritable travail épistémologique de Droysen ne commence qu'après la moitié de son siècle, en tant que réponse au défi du positivisme lorsque celui-ci vient envahir le terrain de l'histoire. C'est à cause de cette interaction, autant polémique que fructueuse, que la pratique discursive de l'histoire en Allemagne atteint, peut-on dire, suivant Bachelard et Foucault, un nouvel seuil épistémologique. Mais en second lieu, il s'agit en même temps d'une conception du temps historique qui tire toutes les conséquences de la nouvelle conception du temps ouvert, irréversible, productif, dans le sens que Koselleck a donné à ce nom de puissance générative, dont la nature intrinsèquement processuelle ne consent aucun type de retour au passé dans la forme d'une expérience immédiate. Comme l'a dit Gadamer, l'historien se reconnaît maintenant séparé de son objet par la médiation infinie de la tradition. De ce fait, son parcours cognitif ne se conclura jamais dans une expérience immédiate de l'objet. Il est le travail de la méthode de reconstruire l'objet historique en remontant en arrière, ce qu'on peut faire seulement en restant solidement enraciné dans son présent. L'interprète, pour Droysen, est en fait immergé dans le flux de l'histoire. Il n'y a plus d'ailleurs où il puisse s'en tirer. Droysen conçoit le temps historique selon la formule grecque empruntée d'Aristote de epidosis eis auto. Il a défini ainsi une continuité dans laquelle chaque élément antécédent se continue, se complète, s'élargit dans le suivant. Chaque élément suivant se présente en tant que résultat, accomplissement, accroissement du précédent. Chaque individu, chaque génération, chaque époque ajoute en fait sa propre contribution au monde hérité. Il le fait à travers son travail herméneutique. Pour Droysen, la connaissance historique relève en fait du champ de l'action. Et les conceptions de l'histoire, les Auffassungen des hommes du passé, ont un statut comparable à leurs actes concrets. Il s'ajoute toujours, comme il dit, de mise en forme, Formgebungen. Pour le dire avec Vico, le vrai de l'histoire est le produit de l'action humaine, le factum. Chaque interprétation, appropriation du passé est un tel factum, une action, pour ainsi dire, épistémique. Droysen emploie souvent le mot de Goethe, du Faust, c'est que tu as reçu un héritage de tes pères, conquiers-le pour le posséder. Et c'est conquérir pour lui en faire. Amam Vardita. C'était déjà encore Goethe, non? Au début de l'action. Ce qu'il nous intéresse de souligner de cette notion cumulative du temps historique est que la transformation incessante est, pour ainsi dire, au cœur de l'objet historique même. Droysen emploie aussi, pour définir la constitution du monde historique, le terme de morphologie, qui avait, à l'époque où il écrivait, encore seulement le sens que lui avait donné Goethe, qui avait inventé les termes qui n'étaient pas là avant de lui, des théories de la transformation de forme, Verwandlungslehre. C'est l'historicité, l'histoire des transformations qui s'y cumule en lui, qui caractérise l'objet de l'histoire vis-à-vis de celui des sciences de la nature. Le même objet, une fois réapproprié par celui qui l'hérite, s'accroît en fait de la couche du présent, qui ajoute son nouveau sens contextuel. C'est seulement par ces pensées que les affaires, les Geschäfte, liées à leur temps et lieu, deviennent pour Droysen Geschichte, histoire, c'est-à-dire un patrimoine partagé. L'histoire est un devenir qui avance infiniment. Chacune des configurations vécues y apparaît en tant que moment du devenir de la somme. Donc, le procès devient le cadre de référence pour la compréhension de l'histoire.
Hannah Arendt, la philosophe allemande qui estimait Droysen l'historien peut-être le plus profond du XIXe siècle, considère l'affirmation de la catégorie des procès comme un tournant fondamental de la modernité. De Hegel en avant, selon la Arendt, le cadre de référence pour repérer le sang dans l'histoire ne sera plus retrouvé que dans sa fonction par rapport à un procès global, le procès qui seul rend signifiant tout ce qu'il comprend, acquiert le monopole de l'universalité et de la signification. Il n'est donc pas surprenant que Droysen adopte une notion d'époque tout à fait nominaliste, qui dénonce l'ontologisation des époques propres à la tradition de Herder à Ranke. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de souligner le fait qu'il n'y a pas dans l'histoire des époques, plus qu'il y a sur la surface de la Terre, des méridiennes et des parallèles. Il s'agit des formes de la considération, Betrachtungsweisen, que l'esprit qui pense impose sur les données empiriques pour la définir avec plus de précision. Mais ces nouvelles sentent de l'histoire comme un procès de génération continuelle du nouveau à partir de l'héritage du passé, conduit encore Droysen à déclarer le premier la mort de la métaphore des âges de l'homme. Les époques de l'histoire ne constituent pas les différents âges du moi de l'humanité. Empiriquement, nous ne savons pas si ce moi vieillit ou ici rajeunit. Nous savons seulement qu'il ne demeure pas tel qu'il a été par le passé ou qu'il est aujourd'hui. Les époques constituent bien plutôt les différents stades de sa connaissance de soi, de l'humanité, de sa connaissance du monde, de sa connaissance de Dieu. Donc, les époques ne se déterminent donc ni se déploient à partir d'une connexion dynamique interne dans l'esprit du peuple quel que soit, mais elles sont le produit posthume du travail de l'historien. Elles deviennent des objets épistémiques. Aucunement figés et immuables, la périodisation changera au fur et à mesure que changent les formes de la considération de la science de l'histoire. On sait que la majorité des époques qu'on utilise aujourd'hui sont posthumes. Moyen-Âge, Renaissance, sont tout inventés après. Comme tu veux.